Si on suit les technologues donc investis dans ce trans ou dans ce post-humanisme, la question du pouvoir du corps ne se pose plus à proprement parler. Le corps est le support actuel de nos performances, mais il est en voie d'être relayé par la machine. Et c'est plutôt que peuvent les machines qui devient la question directrice. C'est elle qui sert d'instigateur à la recherche technoscientifique. Le corps est une chose du passé, de ce point de vue-là. Au fond, c'est très intéressant. La question révolutionnaire de Spinoza, que peut le corps et non pas que peut la pensée, se trouve évacuée au profit peut-être d'une nouvelle forme d'idéalisme caché derrière la machine. Ah ben complètement, puisque idéalisme, ou même, n'hésitons pas à employer le mot, spiritualisation. Au fond, ça n'est pas tout à fait étonnant que les technoprophètes attirent à eux des gens qui sont formés aux spiritualités, c'est-à-dire à toutes ces approches ascétiques visant à en finir avec le corps et à faire triompher l'esprit. L'humanisme de la modernité a aussi un terme avec le post-humanisme dont on parle. Il me semble qu'avec la modernité, avec le développement d'un certain individualisme, le corps s'est trouvé soumis à cette entreprise généralisée, effectivement, de maîtrise. De maîtrise sur quoi? Sur la nature, c'est-à-dire sur l'extériorité, sur ce qui nous est donné et qu'on n'a pas choisi. Et de ce point de vue-là, la modernité, elle est empreinte d'une métaphysique qui consiste à vouloir déduire la passivité d'une activité. Bon, les philosophes les plus techniques au XIXe siècle l'ont dit à leur manière, dans le contexte de ce qu'on a appelé l'idéalisme allemand, où la question de base, c'était de déduire le donné, faire en sorte que nous soyons dans une position pratiquement de démiurge, de créateur, qui ne nous laissons pas imposer une extériorité, mais qui démontrons que cette extériorité est en réalité le produit de notre intelligence. Donc, il me semble que le corps, en tant que cette surface de passivité, devient le défi même que se donne la modernité, qui cherche à réduire tout ce qui limite notre autonomie, tout ce qui limite notre liberté. Au fond, la modernité, en tant que recherche d'autonomie, ne pouvait pas passer à côté du corps et du sport comme une des modalités de conquête de cette autonomie. La numérisation que vous évoquez, elle est intéressante parce qu'elle correspond à une dématérialisation du corps. Et au fond, l'objectif même de la maîtrise sur le corps doit aboutir à la dissolution même du corps. Puisque le corps, c'est ce qui résiste, par définition. Les exercices que nous mettons en place, c'est pour briser cette résistance du corps. Eh bien, la matérialisation, c'est-à-dire la dématérialisation, la transformation de ce qui résiste en langage informatique, est le comble même de ce triomphe de la résistance. Ce que Darwin n'imaginait pas, c'est cette forme de l'évolution. Nous partons du singe au code barre. C'est extraordinaire. Donc ici, vous avez une belle illustration de ce que vous êtes en train de dire, cette dissolution, au fond, de l'homme dans le numérique, dans le binaire. Voilà, absolument. Et on voit, on va du plus pesant au plus léger, au plus aérien. Enfin, bon, peut-être qu'on aurait pu rêver de rester dans une phase intermédiaire où le sport confine à la grâce. Et qu'est-ce que c'est que la grâce, sinon cette possibilité d'évoluer sans résistance. Bon, non, la grâce, malheureusement, on l'a assujettie au nombre, à la comptabilité, et c'est devenu le code barre. Tout ça peut renvoyer à une remarque très judicieuse faite par le philosophe allemand Günther Anders, dans l'obsolescence de l'homme, c'est-à-dire cette idée, au fond, de honte prométhéenne d'être soi, qui est ce sentiment d'impuissance à l'égard des machines que les hommes ont créées
c'est pas simplement l'apprenti sorcier, c'est encore plus puissant Bien que sûr. l'apprenti sorcier. Bien sûr. Pensez-vous? Ah oui, cette honte prométhéenne d'être soi, elle consiste essentiellement à avoir honte d'être né. Gunther Anders le dit de cette manière-là. Nous avons honte d'être nés parce que nous sommes nés du hasard de la rencontre de gamètes et ce hasard nous a fait être ce que nous sommes. Et la honte, elle consiste à être contraint à endosser ce que nous sommes. Hein. Ce que nous voudrions, c'est pouvoir nous fabriquer. Hein. Et c'est ça qui nous sortirait de la honte. Hein. Et nous fabriquer sur le modèle de ces machines que nous savons fabriquer et qui sont tellement plus performantes que nous, tellement plus belles aussi, plus inoxydables. Le sport est sans doute le laboratoire de la cyborgisation. C'est pour ça que la cause du dopage est une cause controversée. Parce qu'on pourrait se dire qu'après tout, il est normal qu'un sportif se dope, puisque on attend du sportif qu'il nous révèle ce jusqu'où peuvent aller les corps. Et c'est même la logique de la modernité qui exige qu'on aille toujours au-delà. Le sport atteignant des limites, le sportif est fragile en tant qu'il est un être de chair. Il y a la limite objective des records dont on a parlé en 2030 récemment. Est-ce que cela ne va pas justement justifier la robotisation des corps, l'augmentation d'abord avant d'en arriver carrément à la substitution? Mais oui, tant qu'on restera dans cette dynamique de fuite en avant qui caractérise la modernité, on devra vouloir donner une issue aux limites atteintes par le sportif par une robotisation. Et on verra se développer peut-être des exosquelettes évoluant sur les stades, etc. Mais je dis bien, tant qu'on restera dans cette dynamique moderniste qui caractérise aujourd'hui effectivement l'orthodoxie ou la pensée dominante dans les sociétés technologisées. Oui, puis surtout quand vous parlez de l'imperfection humaine, comme s'il fallait corriger l'imperfection humaine. Et dans le sport, c'est la même chose, comme s'il fallait corriger l'imperfection du sportif, car le sportif est imparfait en tant qu'il est un homme. Et donc ici, il y a tout ce processus qui se met en place dans la grande conscience finalement, puisqu'il s'agit de rendre parfait l'imparfait selon des critères de performance et d'efficacité. Oui. La seule manière de s'en sortir, ce serait de consentir à l'imperfection et de considérer que l'imperfection est notre privilège. Mais bon, de là à ce qu'on puisse donc se réconcilier avec la finitude qui nous caractérise, il y a peut-être loin. Et on peut dire que les technologues, le sport de haut niveau, sont autant d'arguments qui nous dissuadent de vouloir nous réconcilier avec ce que nous sommes, c'est-à-dire des êtres fragiles. Des êtres sensibles. Des êtres sensibles et qui, grâce à cela, peuvent communiquer les uns avec les autres. C'est l'exemple d'une communication à la fois chorégraphique et sensible et sensuelle. Est-ce qu'on peut... Une statue du XVIIe siècle. Ben rien n'est plus beau que cela, rien n'est plus beau et il y a à la fois l'extase qui signifie la sortie du corps, soit dit en passant. L'extase et la demande. Enfin, donc, oui, je considère que cette conjugaison de corps, ici, emblématise, symbolise bel et bien cette espèce de propension à la communication, à la communion, à l'amour, à l'érotisme qui nous caractérise constitutivement. Et malheureusement, c'est ce avec quoi la technologie voudrait nous voir finir. Oui, puis c'est la perfection de l'imparfait, et non pas la perfection du parfait. Exactement. Ce qui mesure un décalage. Exactement, la perfection de l'imparfait. Voilà une belle formule pour désigner l'objection à faire aux transhumanistes et aux post-humanistes, bien sûr. Donc il y a ce corps sensible qui peut à la rigueur encore apparaître presque comme une sorte de lapsus sur certains corps sportifs. Il y a une très belle image ici, on voit une goutte de sueur, comme si cette goutte de sueur nous rappelait l'humanité du sportif, qui pourtant a été modelé, fabriqué, construit. Il reste ces petites failles. Dernier point d'imperfection peut-être. Elle a quelque chose effectivement d'incongru et en même temps
d'éminemment prometteuse, cette larme. Hein. Tant qu'il y aura des larmes, il y aura de l'humanité. Oui, parce qu'on se demande finalement si ce processus en marche n'essaie pas d'en finir avec le biologique en l'homme, enfin, avec le bio, avec la vie. C'est ça qui nous humilie profondément, cette honte dont on parlait tout à l'heure, elle tient dans le biologique. Hein, parce que le biologique, c'est le donné, c'est effectivement le fragile, c'est ce qui résiste, l'anti-artefact. Oui, oui. Ce qui résiste, comme vous disiez toujours, du corps. C'est ce qui résiste. Ouais. Oui, oui. Et donc c'est avec la biologie qu'on veut en finir. Hein. Mais vous parliez tout à l'heure de Heidegger, c'est ce qui le révulsait dans la définition qu'Aristote donnait de l'homme comme un animal rationnel ou un animal social, etc. C'est l'animal qui farouchement lui déplaisait parce qu'il était l'indice même du bios. Hein. Donc, ce que les transhumanistes appellent la viande. Il faut en finir avec la viande. C'est un terme admirable quand même. Admirable. L'emblème de la grâce, hein, et le sport, quand il confine à la grâce, est absolument subjugant. Au plus près de la danse. Ben oui. Et la grâce, c'est justement cette faculté Matisse. de dépasser les limites du corps tout en restant dans le cœur. Hein, et la ronde de Matisse est merveilleuse d'expression de ce point de vue-là. Hein. Il y a du corps, c'est sûr, il y a donc de la résistance, mais cette résistance, elle est sublimée, elle est transfigurée, et bon, elle exprime tout entière cette espèce d'humanité. Et nous remarquerons d'ailleurs qu'on retrouve la création avec ses deux mains qui à la fois se tendent et ne se touchent pas. Ouais. Donc il y a là vraiment Ouais. l'ouverture. La Ouais. ronde, elle est à la fois constituée et ouverte. Et vous avez aussi, bon, je le dis très abstraitement, hein, la pondération du discret et du continu, hein, de l'individu et du groupe. Et ça, c'est ça, cet humanisme auquel il faut tenir. Hein.